Et si je te disais qu'il existe une plante qui pousse partout, une plante qui soigne, qui inspire, qui relie les peuples depuis des millénaires, du plus petit balcon à la plus vaste des vallées. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans son histoire, de l'Inde ancienne au Rasta de la Jamaïque, des textes védiques au laboratoire moderne. Voici l'histoire de l'herbe qui parle. Bienvenue sur Racine. Grand Rising, my kings and queens. Je sais pas si tu vois déjà de quoi je parle, mais cette plante, on l'appelle la ganja. La zaza, Mary G, ma cogne, l'herbe, la verte, le churu, la mariri, le brocoli. Et pour certains, c'est même la Snoop Doggy Dogg. Derrière tous ces surnoms, il y a bien plus qu'une simple fumée. Il y a une médecine, une histoire, un héritage. Sacralisé par certains et diabolisé par d'autres, la ganja est devenue à la fois un symbole de liberté, de guérison et un outil de contrôle. Alors, pour commencer, la ganja n'est ni née dans les cités, ni dans les studios de rap. Elle vient de beaucoup plus loin. Les archéologues retracent son origine en Asie centrale, dans les montagnes de l'Himalaya. Et ça, il y a plus de 5000 ans. On l'utilisait déjà en Chine pour fabriquer des décors, des vêtements et surtout des médecines. En Inde, par exemple, on retrouve son nom dans l'Atharva Veda, un texte sacré vieux de plus de 3000 ans. Elle est décrite comme l'une des 5 plantes sacrées données à l'humain par Dieu. Et cette plante, elle a voyagé, elle voyage encore. Par les routes arabes, elle a traversé l'Afrique, par les esclaves et les colons, elle arrive dans les Caraïbes et partout où elle passe, elle s'enracine. Elle se transforme, elle devient remède, rituel, symbole de résistance. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Julien, vous avez 25 ans, vous avez commencé à fumer à 11 ans. C'est quand même super tôt. J'ai commencé déjà par les fréquentations, ça a été super vite. J'ai vu que ça me faisait tourner la tête, ça me faisait oublier mes soucis. C'est une accoutumance qu'on ne voit pas forcément arriver, mais ça va super vite. J'étais vraiment obligé d'avoir mon joint avant de dormir, sinon j'étais vraiment irrité. La ganja et le rastafarisme. Si la ganja est connue dans le monde entier aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la Jamaïque. Dans les années 30, un mouvement spirituel naît, on le connaît, c'est le rastafarisme. La ganja, il devient la sainte herbe. Un outil pour méditer, prier, entrer en résonance avec le divin lors des reasonings. C'est ces cercles de discussion et de chant où on partage un calice de ganja comme communion. C'est une cérémonie. Le lendemain, c'est le jour du Seigneur et la fête du spliff. Loué soit le Seigneur, ma force, celui qui guide ma main pour la guerre. La fin de la messe, c'est toujours en tambour. Pendant les siècles d'esclavage, ce rythme originaire d'Afrique était interdit aux Antilles. Mais on ne fait pas ça pour planer, on fait ça pour ouvrir l'esprit, calmer le mental, se connecter à Jah. Et les Rastas te diront, la ganja, c'est la sagesse du roi Salomon. Mais encore mieux, comme un grand chaman l'a dit un jour. Smoke weed every day. La ganja devient alors bien plus qu'une plante, un drapeau, un symbole de rébellion contre Babylone, ce système colonial et oppressif, un hymne à la liberté et à l'unité. L'herbe et les rastas ne font qu'un, c'est inséparable. Mais pourquoi est-ce que c'est lié à la sagesse de Salomon? Chez les Rastas, la ganja n'est pas juste une simple herbe. C'est un don de la Bible. C'est une plante biblique. Dans l'Ancien Testament, il fait mention d'une plante appelée cannabis. Plusieurs chercheurs et théologiens disent qu'il s'agit en fait du cannabis, de la gringa, de la mariji, de la salade. Bref, on s'est compris. Cette plante donc entrait dans les huiles sacrées utilisées par Moïse et les prêtres pour les rituels. Le roi Salomon, lui, est un symbole de sagesse, de justice, de proximité directe avec Dieu. Et donc, dans la culture rasta, fumer la ganja, c'est donc retrouver cette sagesse. C'est allumer la lumière intérieure. Qui vient de qui? De Jah. C'est une lecture mystique, là où la ganja devient l'un des outils bibliques oubliés. Mais que Babylone a recouvert de mensonges et d'interdits. Du coup, quand un rasta allume son calice, il ne se dit pas « je vais fumer un joint ». Il se dit « je réactive la sagesse de Salomon ».
je reprends une plante sacrée que Jah a donnée à l'humanité. La médecine verte, science et cérémonie. La ganja donc n'est pas qu'une plante qui fait planer. C'est une plante médecine. Et comme toute médecine, elle agit autant sur le corps que sur l'esprit. Dans la science de cette herbe, dans cette plante, on trouve plus de 100 cannabinoïdes. Il y a le THC, qui est la molécule psychoactive, qui modifie donc la perception, qui vient amplifier les sens et ouvre parfois même des visions. Il y a le CBD, qui est calmant, qui est anti-inflammatoire, qui apaise vraiment les douleurs. Et puis il y a d'autres comme le CBG, le CBN, et qui a chacun son rôle un peu. Ces molécules-là, elles parlent à un système qu'on porte tous en nous, le système endocannabinoïde. C'est un réseau de récepteurs présents dans le cerveau, dans les nerfs, dans le système immunitaire. Et en gros, notre corps est équipé pour dialoguer avec la ganja, une plante qui a grandi avec nous, qui s'emboîte dans notre biologie de base. Mais dans les systèmes chamaniques, dans les cérémonies chamaniques, bien avant que les scientifiques posent des noms compliqués là, les peuples, eux, savaient déjà, au Maroc, en Inde, en Afrique, la ganja entrait dans des rituels de transe, de guérison, de prière. Et dans certains villages d'Afrique de l'Ouest, on la fumait pour communiquer avec les ancêtres. En Inde, elle est carrément restée liée avec les cérémonies shivaïtes. Elle aide pour la danse, elle aide pour le chant, et elle aide à se perdre dans le divin. Dans les Caraïbes, les Rastas l'ont élevée au rang du sacrement. Un joint partagé, ce n'est pas juste une fumée, c'est une offrande à Jah, une façon de purifier la bouche, pour parler vrai. Et l'herbe, la ganja, ne marche pas seule. Dans certaines traditions, on la combine avec d'autres médecines. Avec les champignons par exemple, donc la psilocybine, elle vient adoucir le voyage ou amplifier certaines visions. Avec l'ayahuasca, qui est une tradition autochtone d'Amérique latine, elle est parfois utilisée par des guérisseurs, des chamans, pour calmer l'angoisse ou ouvrir le cœur avant la cérémonie, ou même pendant parfois. Mais attention, ce n'est pas un combo Netflix and chill, d'accord? Ces mélanges-là se font dans des cadres précis, avec des guides, des chants, des intentions claires. Sinon, c'est un peu comme demander à Bob Marley, Snoop Dogg, Wiz Khalifa de diriger un orchestre symphonique. Ça peut être incroyable ou ça peut complètement être catastrophique. Donc la ganja en médecine peut guérir le corps, apaiser l'esprit et ouvrir la conscience. Mais comme toujours, c'est l'intention qui compte. Une plante sacrée peut devenir poison si on l'utilise sans respect, si on l'utilise mal. L'ironie dans l'histoire là, c'est que pendant des siècles, donc la ganja a été médecine dans le monde arabe. On l'appelait hashish et on le reconnaissait des vertus médicinales. Au 19e siècle en Europe et aux États-Unis, on trouvait des teintures de cannabis en pharmacie, en petites bouteilles, vendues genre légalement, comme antidouleur. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la grande peur à l'heure d'aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Ouvrez les kalakala. Dans les années 1930, aux États-Unis, il y a eu une campagne orchestrée par Harry Anslinger, qui était le chef du Bureau fédéral des narcotiques. Il lance le mythe du cannabis dangereux, avec des films de propagande comme Reefer Madness, ou dans le film Fumer un joint te transformer en criminel fou furieux. Mais c'était quoi le but de tout ça? On l'a déjà entendu dans d'autres vidéos, j'ai pu l'expliquer avec d'autres concepts. Le but était de créer la panique morale. Sauf qu'en réalité, la ganja n'était pas un problème médical. C'était un problème politique et racial. Dans les années 20 à 30, la consommation de cannabis a été associée aux communautés noires, aux Mexicains immigrés, aux musiciens de jazz. Donc des populations déjà stigmatisées, qu'on voulait déjà contrôler. Donc criminaliser la ganja, c'était un moyen de criminaliser toute une communauté. Un genre d'outil pour dire on ne peut pas vous arrêter pour qui vous êtes, alors on va vous arrêter pour ce que vous faites, pour ce que vous fumez. On l'a entendu dans l'histoire. Les clubs de jazz, il fut un temps étaient interdits. La samba fut un temps était interdit. La capoeira fut un temps était interdit. Les cultes ancestraux fut interdits. Bref, donc cette propagande a marché. La plante passe du statut de remède sacré à celui de drogue du diable. Et donc, durant les années 70, il y a eu la guerre contre la drogue. Nixon déclare à la War on Drugs que la ganja est classée au même niveau que l'héroïne, que la cocaïne, que les drogues dures, les plus dures du monde. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Encore une fois, pas parce qu'elle tuait, mais parce qu'elle gênait. Les jeunes, les contre-cultures, les militants pour la paix, beaucoup fumaient, beaucoup consommaient des médecines traditionnelles. Et comme pour la psilocybine, le gouvernement ont vite compris qu'une génération qui fume de l'herbe, une génération qui se reconnecte à la nature et à soi, c'est aussi une génération qui réfléchit. Ce n'est pas une génération moutonne, c'est une génération qui se questionne l'environnement, qui questionne la communauté. Et c'est une génération qui dit non à Babylone.
Alors on a interdit. On a mis des millions de personnes en prison. On a détruit des vies. Et surtout parmi les plus pauvres et les plus marginalisés déjà. Mais pendant ce temps-là, dans les ghettos de Kingston, ça roulait encore des cônes, des gros spliffs, des blunts. Comme si c'était des micros dans lesquels tu chantais. Bob Marley prêchait « Herb is the healing of the nation ». Donc la moralité un peu dans tout ça, c'est interdire une plante, c'est facile. Mais éteindre un feu sacré, c'est beaucoup moins. Du coup, médecine ou plaisir? La ganja, c'est un paradoxe pour certains. C'est un sacrement, une prière, une médecine pour d'autres. Et pour certains, c'est juste un moment de fun, un délire entre potes. Mais pour beaucoup, c'est les deux quand elle soigne. Quand elle soigne, elle apaise l'anxiété. Elle soulage la douleur. Elle ouvre la bouche pour dire ce qu'on n'ose pas dire. Elle rend la musique, la danse, la méditation plus profonde. Et dans un cadre de rituel, elle est littéralement une clé vers la conscience. Donc la ganja a été bannie, la ganja a été diabolisée, elle a été criminalisée. Et pourtant, elle revient. Partout, on voit cette vague verte revenir. Au Canada, légalisation totale. L'Uruguay, qui est maintenant pionnier en Amérique latine. Aux États-Unis, une dizaine d'États ont dit « oui, je le veux ». Alors que même le gouvernement fédéral dit encore non. Et en Europe, Allemagne, Malte, Luxembourg, ça avance. Ceux qui hier étaient envoyés en prison, aujourd'hui fait tourner des milliards. Et la médecine, cette médecine est reconnue dans les hôpitaux. On prescrit des huiles de ganja pour soulager les douleurs chroniques, pour les cancers, pour calmer les crises d'épilepsie, apaiser les stress post-traumatiques, aider à dormir, manger, respirer. Du coup, la science moderne rattrape ce que les anciens ont toujours su, que les médecines, ça soigne, si tu les prends correctement. Mais attention encore une fois au piège. Parce que la ganja, c'est aussi devenu une industrie. Les huiles CBD en vitrine, les pré-roulés, les gummies de relaxation dans les supermarchés. Ça, on appelle ça le green rush, la ruée vers l'or vert. Alors oui, ça normalise l'usage, ça sort la plante de sa prison. Mais ça peut aussi réduire le sacré à un simple produit de consommation. Genre un truc qui se vendrait comme une boisson énergisante. Il y a la mouche là. Mais voilà, racontez-moi un peu vos histoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est complètement à bannir? C'est quelque chose de mal? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui doit rester entre les mains des traditions ou qui doit être partagé avec la science? Ou est-ce que ça doit être un entre-deux, une collaboration avec les traditions et la science? Je suis curieuse. N'hésitez pas à me parler. Peu importe les croyances, ce qu'il faut faire, c'est surtout se respecter. So you have to trust in him. On est ensemble. À bientôt sur Racine. Rastafari. Only Rasta can liberate the people over hills and valleys too.